Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Alors ce soir, je suis avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko. Et je suis avec Colin. Salut Colin. Salut Mirko, salut à tous. Alors, pour l'épisode de ce soir, pas d'épisode de match pardon, à débriefer, donc on vous a préparé un petit épisode de filaire, comme on dit dans le langage, de l'animation japonaise. C'est un épisode qui ne suit pas forcément chronologiquement l'histoire, donc pas l'histoire du championnat, mais, on voulait quand même pas vous laisser sans Xamcast, donc on a dû, vous préparer comme ça quelques petites rubriques. Alors, on va commencer par évoquer un joueur de légende. Ensuite, on a développé 2 coins. Le coin ASF, où nous allons bien évidemment parler de l'actualité concernant l'équipe de Suisse et le début des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Le coin SFL, où on évoquera, voilà, un club roman. On a parlé de beaucoup de clubs romans dans ce coin SFL, mais il y en a un qu'on n'avait pas tellement évoqué jusque-là. Mais, voilà, il s'est passé des choses un petit peu bizarres dans ce club, donc on va se permettre de les évoquer. Et puis, en toute fin d'épisode, on fera un briefing de notre prochain match qui nous opposera, au FC Ville, le vendredi 12 septembre, du côté de la Maladière. Messieurs, le programme est chargé, on se met tout de suite au travail. Alors, vous l'aurez peut-être compris, messieurs, dames, en voyant notre story sur Instagram, c'était pas une question anodine quand on vous a demandé quel a été pour vous le transfert le plus prestigieux de l'histoire de Neuchâtel Xamax. Alors, il y a plusieurs noms sympas qui sont ressortis. Liri Moulay, alors là, c'est une petite blague d'un suiveur du stade Lausanne-Ouchy. Il nous a clairement dit que c'était un des seuls joueurs, de Xamax qu'il connaissait. On a le nom, de Julio Hernán Rossi, on a le retour de Nudes, de IB, on a Sonny Escolano qui a été cité par Thibaut, là aussi c'était une petite blague, on a Seredier, Heinz Hermann, alors on a déjà consacré une rubrique à Heinz Hermann, donc ce ne sera pas lui. Il y a 2 noms qui sont ressortis. Mais il y en a un qui est ressorti un tout petit peu plus que l'autre, quand même. Celui qui est sorti en premier, c'est Pascal Zuber-Buhler. Alors effectivement, lui, c'est une légende de notre club, même s'il n'a pas joué longtemps, mais les circonstances de son arrivée à Neuchâtel méritent qu'un jour on évoque son destin dans, la rubrique joueur de légende. Mais l'autre transfert qui a été plus régulièrement cité, c'est bien évidemment celui de Ulle Stilicke à l'époque en 1985. Donc, voilà, vous l'aurez compris, c'est de lui dont nous allons parler aujourd'hui dans cette rubrique de joueurs de légende. Alors, Uli Stielike, voilà, il est né, c'est un Allemand, hein, il est né en 1954, du côté de l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, où les 2 Allemagnes étaient encore, séparées après la 2e guerre mondiale. Et puis, il fait en fait son début de carrière du côté du Borussia Mönchengladbach avec un grand succès, hein, puisqu'il remporte 3 années de suite, la Bundesliga entre 75 et 77 et également la coupe de l'UEFA en 1975. Il honore aussi ses premières sélections du côté de la République fédérale d'Allemagne, même s'il ne s'imposera vraiment que 4, 5 ans plus tard dans l'équipe d'Allemagne. Et puis, ben, voilà, ses bonnes prestations, enfin les bonnes prestations de son club, mais aussi ses bonnes prestations à lui, lui valent un très beau transfert, en 1977 puisque, il quitte Mönchengladbach par la grande porte pour rejoindre le Real Madrid. Alors petit fait historique pour ceux qui aiment bien les anecdotes historiques, ça a été le dernier, ou le transfert d'Uli Stielike, ça a été le dernier transfert, orchestré par, Santiago Bernabéu, l'illustre président du Real Madrid, qui a donné bien évidemment son nom à l'actuel stade des Madrilènes. Et puis, il est déjà un très grand milieu défensif à ce moment-là, Uli Stielike, quand il arrive au Real Madrid. Mais il va consolider sa légende puisque dès son arrivée, le Real Madrid remporte, non, l'année suivante, pardon, 3 titres consécutifs en 78-79 et 1980, 2 coupes du roi en 80 et 82, une coupe de la Ligue espagnole en 85. Et puis, il remporte le prix Don Ballon du meilleur joueur étranger de la Liga 4 fois de suite entre 79 et 82, donc c'est quand même pas rien, hein, d'être nommé meilleur joueur étranger dans le championnat espagnol quand on sait que les Espagnols, ont de très bons joueurs et s'exportent assez peu. Donc, voilà.
et puis, du coup, à ce moment-là, il est en fin de contrat au niveau du Real Madrid et il souhaite prolonger du côté du Real Madrid, mais le Real Madrid adopte une politique pour les joueurs trentenaires de signature saison après, saison. Ils cherchent à s'éviter des gros contrats avec des joueurs qui parfois tout d'un coup, ont un gros déclin d'un point de vue physique et aussi du coup un déclin en termes de prestations. Mais Ulysse Tilke, lui, il veut prolonger au moins de 2 ans et du coup, au bout d'un moment, les négociations d'une prolongation sont, au point mort et voilà, pendant ce temps-là, en fait, Neuchâtel Xamax agit dans l'ombre pour essayer de convaincre Ulysse Tilke de venir à la Maladière et l'anecdote est assez sympathique parce que, la personne plus à l'origine de tout ça, c'est Vali, l'épouse de Gilbert Facchinetti, elle-même d'origine, ouest-allemande et puis, Vali Facchinetti, en fait, elle connaît très bien Joop Derwal qui est, un ancien joueur et ancien, entraîneur de l'équipe d'Allemagne. En fait, il a terminé sa carrière en tant qu'entraîneur-joueur du côté de Bienne et Schaffhouse et puis ensuite, une fois qu'il est devenu manager à temps plein, il est allé entraîner en Allemagne avant de devenir, assistant puis sélectionneur principal de l'équipe d'Allemagne pendant les années où Uli Stielike, est là. Donc il connaît très bien en fait Uli Stielike et puis, Vali en fait, elle avait dit à Joop Derwal: «Si tu connais un bon joueur allemand qui serait prêt à venir jouer à Xamax, eh bien appelle-moi, appelle pas Gilbert, appelle-moi». Et puis, Diop Derwal, il connaît, hein, très bien Ulysse Tilike puisqu'il l'a en sélection, donc il est au courant des difficultés de négociation et puis, il appelle, Vali Fàqinetti en lui disant: «Ben, peut-être vous pourriez tenter un transfert un peu fou, c'est-à-dire attirer Ulysse Tilike du côté de la Maladière» et puis, bien évidemment, Gilbert prend le relais et il tente d'attirer, Ulysse Tilike à la Maladière. Alors il y a 2 moments clés, hein, finalement. Le premier moment, c'est que Ulysse Tilike, il se montre quand même intéressé au point où il vient en Suisse, au mois de juin. Il vient plus précisément du côté de Haro assister à un Haro Xamax. Alors, il pleuvait, on n'y était pas nous évidemment, mais il pleuvait à grosses gouttes ce jour-là. C'est Michael Facchinetti qui avait évoqué ce souvenir-là dans la presse. Et puis Ulysse Tilike doit venir complètement incognito parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est une superstar du football mondial. À ce moment-là, triple vainqueur, de la Liga avec le Real Madrid, vainqueur de l'Euro en 1980 avec l'Allemagne, finaliste de la coupe du monde 1982 en Espagne. Donc, voilà, c'est comme si vous imaginez que Luka Modric, en fait, au moment où la saison dernière, le Real Madrid ne veut pas le prolonger, il vient à Xamax et il assiste à un match de Xamax. Donc, il a vraiment dû rester très, très, très discret. Et puis, les négociations se passent plus ou moins bien, mais pour apporter la petite touche finale, Gilbert Facchinetti décide de partir en Espagne avec son fils Rodrigue, son oncle Marcel, son cousin Jean-Claude, avec une valise remplie de chocolat et de pins de Xamax pour convaincre, Ulysse Tilike de signer, à la Maladière en lui offrant un bail de 4 ans. Mais ça, c'est une anecdote qui est connue et qui est très célèbre, c'est que Ulysse Tilike ne signera jamais un contrat avec Neuchâtel Xamax. La poignée de main, d'homme à homme avec Gilbert Facchinetti, lui suffit. Il parachève un entente de 4 ans et il débarque du côté de la Maladière. Petite anecdote sympa, messieurs, Ulysse Tilike n'avait qu'une seule demande en venant à Neuchâtel. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'était? Moi, personnellement, pas. Pas Et du tout toi, non Colin? plus. Alors en fait, Ulysse Tilike ne voulait pas tirer les pénaltys parce que en Ah, fait, il avait raté son penalty, en contre Jean-Luc Ettori à l'époque, qui défendait les buts de l'équipe de France lors de la demi-finale de 1982 et en fait, c'est assez marrant parce que l'Allemagne a gagné cette demi-finale et jouant la finale ensuite contre l'Italie et puis, mais Ulysse Tilike avait manqué son penalty. Alors ensuite, il y avait eu 2 échecs français qui ont précipité l'élimination, des Bleus. Mais, c'était assez célèbre parce que Ulysse Tilike, à ce moment-là, c'était la superstar ou une des superstars de l'équipe d'Allemagne et le caméraman, en fait, quand Tilike a manqué son penalty, il était resté longuement,
par terre, à se prenant la tête dans les mains et en fait, il avait loupé le direct, le penalty suivant du joueur français qui avait lui aussi, raté ce penalty. À l'époque, il y avait pas, des dizaines et des dizaines de caméras, il y avait pas internet et tout. Donc le joueur français suivant qui a raté son penalty, je me souviens plus qui c'était, il y a aucune image historique de son penalty raté. Finalement, il y a que les gens dans le stade qui ont vu ou les gens qui ont vu non, les gens qui ont vu la à la télé n'ont pas vu de but, donc il y a que les gens dans ce stade qui se souviennent de ce raté. C'est impensable de nos jours où il y a des caméras partout, les gens filment avec leur smartphone à tout va. Donc heu, donc voilà, il y a pas de trace historique de ce penalty français, tellement le caméraman était obnubilé par Ulysse Chiliquet qui était tétanisé, il était sûr d'avoir précipité la défaite de son équipe, mais il n'en a rien été. Donc, il ne voulait pas tirer les pénaltys à Neuchâtel-Xamax. Il ne le faisait déjà plus d'ailleurs au Real Madrid depuis cet échec-là. Et puis, au moment où il arrive à Xamax, ben, c'est un transfert de superstar. Xamax franchit un palier. C'était déjà le club voilà, qui essayait d'arriver voilà, vers les sommets du championnat suisse. Ils s'en rapprochaient gentiment hein, sous l'équipe de Gilbert Gress. Xamax commençait à constituer une belle équipe, mais c'est vraiment avec l'arrivée d'Ulis Chiliquet que cette équipe franchit un palier. Il est placé en tant que numéro 6 en sentinelle devant la défense. Il oriente le jeu, il impose une discipline tactique et physique rarement vue en Suisse à ce moment-là. Mais dans le vestiaire, c'est aussi un leader. Son influence est énorme. Il incarne une exigence professionnelle qui va tirer vraiment Xamax vers le haut, vers les sommets. Et voilà, son passage entre 85 et 88, voilà, c'est 2 titres de champion suisse, 87 et 88, qui viennent couronner un cycle historique pour le club, des participations aux coupes européennes avec, on se souvient aussi, cette victoire mémorable contre le Real Madrid 2-0 où Ulici, qui est d'ailleurs marque, un but, le deuxième si je ne me trompe pas. Et puis, voilà, il reste vraiment associé dans la mémoire de tous les supporters à ce moment de grâce où Xamax était la puissance dominante en Suisse, mais c'était aussi une équipe qui faisait trembler les plus grands Européens, notamment dans l'ancienne Maladière. Voilà, à la fin de sa carrière de joueur, il était en délicatesse avec son genou, si bien qu'il met fin à sa carrière en 1988. Et tout de suite, voilà, il devient entraîneur. Il commence sa carrière d'entraîneur en prenant les rênes de l'équipe de Suisse et puis il a influencé positivement le destin de Xamax en amenant les titres, mais il va aussi influencer positivement le destin de l'équipe nationale. Alors pas directement lui-même, mais avec cette rocade qui aura lieu, en 1992 pardon, où, voilà, Neuchâtel Xamax et l'équipe nationale procèdent à une rocade d'entraîneurs, où Lichtiliquet revient à Neuchâtel Xamax comme entraîneur et l'équipe nationale reçoit Roy Hodgson. Le début d'une magnifique histoire après où l'équipe nationale se qualifiera pour la coupe du monde aux États-Unis. Heu, voilà 26 ans, non, oui c'est ça, 26 ans après sa dernière qualification en 66 du côté de l'Angleterre donc voilà, à l'époque de nos parents, voire de nos grands-parents, c'était très rare de voir la Suisse se qualifier à des grands tournois, pas comme maintenant où c'est presque, voilà, une habitude. Donc voilà, il officiera 2 ans à Neuchâtel avant d'aller en Allemagne, en Espagne et puis ensuite en Côte d'Ivoire, à Sion, un passage éclair à Sion en 2008 et ensuite il y entraînera, au Qatar, en Corée du Sud et il terminera sa carrière du côté de la Chine. Donc voilà, Ulysse Chiliquet à Xamax, c'est pas juste un joueur de passage, c'est vraiment un symbole dans le cœur de nous les supporters. Et puis, voilà, c'est la première et sans doute, je pense, la dernière fois où on dira qu'un joueur du Real Madrid, un Madrilène, est devenu un Neuchâtelois, puisque quand il a terminé sa carrière, c'est à Neuchâtel qu'il a souhaité faire un match pour ses adieux et puis pas dans son Allemagne natale, ni, du côté de Madrid. Donc, voilà, il garde un très, très, très beau souvenir de son passage, à Neuchâtel. Voilà, Osvaldo, ben, tout comme moi, hein, tu n'as pas vu jouer Ulysse Chiliquet, mais qu'est-ce que ça t'évoque d'entendre tout ça? Écoute, il n'y a pas besoin de l'avoir vu jouer pour ne pas en avoir entendu parler, en tout cas. Je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a marqué les générations et c'est ce genre de joueur, intergénérationnel
dont je pense qu'on continuera longtemps d'entendre parler. Colin, ça t'évoque quoi toi de Ulysse d'entendre parler d'Ulysse Tilike? Bon, bah, comme tu l'as dit, on l'a pas vu jouer, mais dans ma famille, comme j'ai déjà dit, mon grand-père était très grand supporter de Xamax, pas mon père ni mon oncle, mais ça reste quand même dans l'imaginaire collectif, la référence, le joueur de référence auquel on pense directement, quand on parle de Xamax. Et moi, l'anecdote que j'ai, c'est que alors je suis pas sûr à 100, mais on me l'a raconté, c'est que mon oncle l'aurait interviewé quand il avait genre, 16-17 ans à l'époque, pas Achille hein, mon oncle, mais sinon, ça reste un joueur effectivement qui a marqué les générations. Je regardais un peu, sur YouTube des vidéos et tout, si jamais vous voulez aller voir, il y a des compilations de lui qui joue contre le Barça en finale de Copa del Rey, c'est assez impressionnant si vous voulez voir le, le niveau de jeu. Et notamment des vidéos aussi de lui à Xamax. Donc voilà ce que ça m'évoque, Ulysse Silik et Mirko. Ouais, voilà, c'est, évidemment un transfert qui a été précurseur, d'une belle période pour le Château Xamax, mais aussi pour le championnat suisse. Puisque, il augurera, quelques années plus tard, l'arrivée d'un autre de ses compatriotes, enfin d'un de ses compatriotes du côté des Charmiers, Karl-Heinz Rummenigge, qui a été listé par Le Matin il y a quelques années comme le transfert, le plus prestigieux du championnat suisse. Mais celui d'Ulysse Tilike est solidement installé sur la deuxième marche, la deuxième marche du podium et puis il a, voilà, quelque part été précurseur, même si Rummenigge était encore plus dans les sommets de sa carrière à l'époque où il débarque du côté de Servette. Mais contrairement à Schilliquet, Rummenigge ne gagnera rien en en Suisse. Voilà, et ben, c'est terminé pour cet épisode cette rubrique pardon, de joueurs de légende. On peut passer à la suite du programme. Je l'ai dit tout à l'heure, l'équipe de Suisse s'était qualifiée pour une coupe du monde aux États-Unis en 1994. C'était le renouveau de l'équipe de Suisse et clin d'œil du hasard puisque, quelques 32 ans plus tard, la prochaine coupe du monde se disputera également sur sol américain, mais pas que, puisqu'il y aura également des matchs au Canada et au Mexique et c'est un peu le programme qui attend notre équipe nationale lors de ces 3 prochaines, pauses européennes, pauses internationales, avec ces qualifications. Alors, je l'avais dit dans le dernier épisode, je le répète, au moment où vous écouterez cet épisode, le match contre le Kosovo aura déjà eu lieu. Donc, ne nous en voulez pas si on ne parle pas du résultat, puisqu'on enregistre, on enregistre précisément 24 heures avant cet épisode. Donc, voilà, venez pas dire dans les commentaires: «Oui, il y a déjà eu le match, pourquoi vous ne parlez pas du résultat?» et tout. Donc, voilà, on fait vraiment des prédictions avant le premier de ces 6 matchs. Alors messieurs, le tirage au sort nous a réservé 3 adversaires, on va pas se le cacher, pas simples à jouer, puisque c'est la Suède, la Slovénie et le Kosovo qui se dresseront sur la route de notre équipe nationale pour ces qualifications. Alors on rappelle les règles de ces qualifications. La première place est directement qualificative pour la coupe du monde. La deuxième place enverra l'équipe dans un processus dangereux de barrage où il faudra passer, si je ne me trompe pas, en tout cas 2 voire 3 tours. Peut-être vous pourrez apporter 2 des tours, précisions. 2 tours, hein, 2 tours de 2 qualif, tours, hein. c'est la nouvelle mode des barrages, c'est 2 tours en match sec. C'est ça, 2 tours en match sec, exactement. Et puis, bah, la troisième place ou la quatrième place seront synonymes d'élimination directe. Alors pour cette 1re campagne, enfin ces 2 premiers matchs de cette pause internationale, la Suisse aura l'avantage, on l'espère, de disputer ces matchs à domicile, plus précisément au Parc Saint-Jacques. Mais avant, ouais, peut-être qu'on va pas forcément parler de ces matchs directement à proprement parler, mais on va plutôt parler, aussi des adversaires. Alors, j'ai fait une petite story aussi voilà, de prédiction, Sondage. de sondage, voilà, pour nous vous les auditeurs. On a également fait un sondage à l'interne. Alors, vous avez, été plus de 50 à voter, ça nous fait bien plaisir.
Et puis, sur un panel de plus de 50 votants, vous êtes quand même relativement optimiste, hein, puisque vous êtes 49 à penser que la Suisse va se qualifier directement en obtenant la première place, 33 qui pensaient que la Suisse se qualifiera par les barrages et seulement 6 de gens qui pensent que, on se qualifiera en barrage, mais on ne se qualifiera pas pour la coupe du monde et 12 quand même qui pensent que, l'équipe suisse terminera troisième ou quatrième et sera donc éliminée. À l'interne, on va se mouiller un tout petit peu et messieurs qui êtes présents ce soir, vous allez justifier, vos choix. Donc on va d'abord parler des choix de ceux qui ne sont pas là ce soir. Alors Sam est sans doute le plus optimiste de nous tous, puisqu'il pense qu'il est le seul à penser que la Suisse se qualifiera, directement, pas en obtenant la première place. Osvaldo et Colin, c'est assez intéressant. Vous pensez qu'on va se qualifier en passant par les barrages. Vous êtes du même avis que Thomas. Et puis, Michael et moi, on est les moins optimistes, hein, puisque, voilà, on pense que la Suisse se qualifiera pour les barrages, mais elle ne passera pas les 2 tours nécessaires pour se qualifier. Quant à Varane, eh bien, on connaît son grand amour pour les pauses Les sélections internationales, nationales. les sélections nationales, donc il n'a même pas pris la peine de voter. Donc, voilà, on va dire, petit carton jaune pour Varane sur ce coup-là. Tu aurais quand même pu prendre le temps de voter. Voilà, évidemment, par les pronostics, c'est aussi parler un petit peu des adversaires. Donc, je l'ai dit avant, Osvaldo, des assez gros morceaux. On aurait pu avoir des très gros morceaux, mais on a quand même des assez gros morceaux avec, des équipes qui peuvent, nous causer beaucoup de soucis. Bah, c'est-à-dire qu'il y a 2 éléments dans ce groupe et dans ce tirage. Il y a des gros morceaux. Il y a effectivement des morceaux qui sont des équipes qui historiquement posent régulièrement problème à la Suisse. Et puis il y a pour moi cet aspect qui est du fait qu'on a l'un des on est tombé dans les plus petits groupes en nombre d'équipes. Puisque, si je ne fais erreur, ils sont 4 dans le groupe. Oui, c'est Donc ça. ça veut dire 6 matchs. Et honnêtement, avec on va dire la trajectoire qu'a connue cette équipe de Suisse depuis quelques mois, quelques années, 6 matchs pour aller à la Coupe du Monde et puis se qualifier directement pour les États-Unis, ça me paraît, avec cette adversité-là et avec les inconnus qui se présentent à nous, ça me paraît extrêmement, extrêmement serré. Donc c'est les 2 éléments pour moi qui révèlent de la difficulté de ce groupe. Ouais. Colin, ton avis? Mon avis, c'est que ça va être un peu compliqué. Effectivement, comme l'a dit Osvaldo, il y a pas énormément de matchs. On sera fixé, dès novembre sur la fin de ce groupe. Et puis il y a quand même un ou 2 matchs, qui sont un peu pièges ou compliqués. Les sélections sur lesquelles on tombe sont certainement moins fortes, mais ont quand même des gros joueurs. On rappelle que la Slovénie, elle a failli faire tomber l'Angleterre à l'Euro. Le Kosovo, ça va être un match très compliqué, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, parce qu'à domicile, même si on joue chez nous, il y aura énormément de publics qui seront pour le Kosovo, et donc ça peut vraiment être compliqué. Et on a en face aussi une Suède, qui possède de gros joueurs et de joueurs de talent. Après, c'est pas non plus une des meilleures sélections, mais il va falloir faire très attention. Donc, et puis on a bien vu comment c'était un peu compliqué l'année passée pour se qualifier à l'Euro, il y a 2 ans maintenant, je veux dire. Donc j'ai quand même des gros doutes. On a vu aussi nos résultats en Ligue des Nations, c'était pas optimal. Donc je pense on va sûrement passer par les barrages. Donc voilà. Oui, peut-être vous pouvez vous mouiller un petit peu plus. La Suisse va terminer deuxième, mais selon vous, messieurs, qui va remporter ce groupe? La La Suède est Suède. favorite. La La Suède est Suède. favorite pour moi. Ouais, ouais. C'est une équipe qui quand même, avec le temps, enfin, regorge de plus en plus de footballeurs de talent, de joueurs de talent. D'ailleurs, on pourra parler un peu si tu as prévu ça, je sais pas si tu as prévu ça dans ton calendrier, enfin dans ton cursus d'émission, Mirko, mais on pourra parler aussi du calendrier et de Mmh. l'importance de ces 2 matchs de septembre avant le premier match d'octobre. Tout Mais à fait. Oui, oui, pour tu moi, peux les citer, Osvaldo. Donc on commence Suisse-Kosovo, Suisse-Slovénie et puis c'est ça, ensuite on accueille le Kosovo et la Slovénie avant de directement aller en Suède pour la troisième journée. Donc, ce qui implique que la Suisse doit faire 2 matchs, 6 points pour lancer correctement cette campagne.
Hem, le Kosovo, on l'a rencontré pour les qualifications du dernier Euro, on a fait 2 matchs nuls. On connaît malgré le fait que cette génération de finalement de binationaux nous ait fait rêver. On connaît les problèmes psychologiques et mentaux qu'elle a rencontrés, notamment face aux équipes, qui venaient, on va dire, de la région, balkanique de l'Europe. Ça a jamais été des promenades. Donc c'est un vrai pour moi, c'est un vrai match piège ce match contre le Kosovo d'entrée à balle. Et puis ensuite la Slovénie avant d'aller en Suède. Et la Suisse est obligée, pour moi, est contrainte de faire 2 matchs 6 points. Et honnêtement, avec les inconnus qui sont les nôtres aujourd'hui, je veux dire, oui, il y a eu 2 victoires contre le Mexique et les États-Unis au mois de juin, mais on a vu le contexte dans lequel se jouaient ces matchs. Je veux dire, je pars du principe que nos adversaires en qualification pour cette Coupe du Monde mettront une autre intensité que ce qu'ont mis le Mexique et les États-Unis. Donc, et Yakin semble de plus en plus perdre la main sur ce groupe. C'est que moi, je suis vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus pour garantir une place à la Coupe du Monde. Et même quand j'ai voté passera par les barrages, il y a quand même une pointe d'optimisme chez moi qui règne au détriment du réalisme. Oui, c'est vraiment, une campagne compliquée et franchement au niveau, du tirage du précédent Euro, on s'est dit: «Oh la Suisse, on a un groupe ultra facile» et il était ultra facile et on le termine, 2e par la Deuxième. petite porte derrière la Roumanie et heureusement qu'il y avait pas de barrage à ce moment-là, que la deuxième place nous amenait directement parce que, ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment compliqué. L'équipe de Suède, alors Suisse-Suède, c'est plutôt une affiche, de hockey sur glace, hein, qu'on voit ces dernières années dans les championnats du monde. Malheureusement, ça nous a rarement souri lors de finales. Mais au football, il y a moins eu d'opposition entre, ces 2 clubs, surtout en qualification. Mais c'est aussi lié au fait Oui, que la Suisse et la Suède sont souvent des têtes de série, hein, dans les tirages au sort. La Suède, c'est une équipe extrêmement bien organisée défensivement comme leurs homologues, hockeyeurs. Mais ils ont un duo d'attaquants, redoutable qui a fait sauter la banque littéralement cet été, hein, Victor Gyökeres et Et Alexander Alexander Isak Isaac, sont partis pour, je sais plus combien de millions chacun, mais à eux 2, ils ont 220 eu millions, 220 les deux. millions pour les 2, hein. Ouais, à peu près, ouais. Donc voilà, c'est une assez belle somme et puis, ils sont vraiment extrêmement, solides et on sait que la Suisse a pas mal de peine à jouer contre des blocs défensifs très, très bien organisés. Donc ce ne sera pas, voilà, une partie facile. On a plutôt joué leurs collègues danois, hein, qui ont un style de jeu un peu similaire ces dernières années et ça nous a pas toujours souri. La Slovénie, ben, voilà, on connaît, 2 joueurs dans les extrémités. C'est le gardien Jan Oblak, hein, qui fait toujours partie, des meilleurs gardiens du monde actuellement, même s'il est plus tout jeune et puis, Benjamin Sesko, comme centre avant. Le reste de l'équipe, ben, c'est pas forcément des noms clinquants, mais comme tu l'as dit avant, Colin, ben, malgré ça, ils ont failli faire vaciller, l'Angleterre, finaliste, ensuite de cet Euro et tombeur de la Suisse, hein, aussi ensuite au tour suivant, faut-il le rappeler. Donc voilà, une équipe qui sera pas simple à jouer, surtout chez elle du côté de Ljubljana. Et puis le Kosovo, vous l'avez assez évoqué, avant, hein, c'est une équipe, qui est vraiment en quête, heu, voilà, de cette première qualification à un grand tournoi. Ils sont dans une phase où ils essayent de plus en plus d'attirer, les jeunes talents vers eux, hein. On a beaucoup parlé de Léon Avdulaou, dernièrement, qui a choisi de représenter le Kosovo après avoir fait toute sa formation et ses premières sélections avec l'équipe suisse. Donc c'est, voilà, des joueurs extrêmement talentueux. Alors je dirais la chance qu'on a pour ce premier match, c'est que Edon Djegrova, tout fraîchement transféré du côté de la Juventus, a décidé de faire l'impasse. Donc peut-être un des meilleurs, talents et un des meilleurs atouts de cette équipe de Kosovo ne sera pas, présent pour ce match. C'est toujours ça de gagner, mais une composante émotionnelle, très importante. Alors elle l'était encore plus à l'époque où on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs, originaires du Kosovo qui étaient,
dans cette sélection qui étaient même des joueurs extrêmement importants, hein. On pense à Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, il y a aussi eu, Valone Behrami et j'en oublie. Mais voilà, c'est toujours des moments très forts et faut-il le rappeler, hein, les 2 équipes entretiennent, les 2 pays entretiennent aussi des très bons rapports. Donc voilà, c'est des matchs pas toujours faciles et puis on a beaucoup parlé des adversaires, mais il faut aussi parler de soi. Tu l'as dit avant, hein, vous l'avez dit un peu entre vous 2. Un Euro, couronné de 2024 couronné de succès. Franchement, on est sorti d'une phase de groupe, pas simple. On a éliminé l'Italie sans qu'il y ait quoi que chose à dire et puis ensuite on est passé très proche de la qualification face à l'Angleterre, mais ça va pas masquer, des qualifications compliquées et des matchs amicaux aussi relativement compliqués, pardon. Donc, ben, l'équipe de Murat Yakin, messieurs, elle est quand même en opération séduction avec son public, mais aussi avec son football quelque part. Elle devra prouver qu'elle est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'elle a produit hors Euro 2024 ces dernières années, quand même. Elle a plus souvent déçu qu'autre chose, cette équipe de Suisse, messieurs. Clairement, clairement. Franchement, ce qui était cool à une certaine période, c'est qu'avec Vladimir Petkovic, on avait réussi à atteindre une certaine régularité. Puis finalement, les craintes de soubresaut, ben, elles étaient plus trop là au bout d'un moment. Et c'est vrai que Murat Yakin, malgré le fait qu'il a réussi la qualification pour le Qatar en arrivant quand même dans un contexte extrêmement compliqué, puisqu'il était arrivé en cours de phase de qualification, passer cette qualification un peu inattendue où finalement la Suisse passe devant l'Italie, c'est vrai qu'ensuite on a eu beaucoup plus de signaux négatifs que positifs sur la gestion du sélectionneur et on a vu une marge qui s'amenuisait toujours plus, enfin qui diminuait toujours plus. Moi, il y a un autre élément dont j'ai pas parlé avant, c'est que cette équipe, elle est de plus en plus dépourvue de ses cadres, qui sont tous plus ou moins partis successivement à la retraite. L'un des seuls qui reste encore de cette dernière génération à tirer un peu la charrette tout seul, c'est Granit Xhaka. Ils sont 2. Et pour moi, il y a Xhaka, mais il y en a encore un autre qu'il faut pas oublier, c'est Rodriguez. Ouais, c'est Rodriguez, ouais. Mais c'est vrai que Sommer est parti à la retraite, Shaqiri est parti à la retraite, et c'est vrai que on sent pas tout de suite, enfin je veux dire, Kobel n'a pas encore donné tous les gages de sécurité sur l'année où il a pris la succession de Sommer, par exemple, mais il y a d'autres exemples, et c'est vrai que on se dit, Xhaka qui est un leader technique incroyable, mais qui a quand même systématiquement et régulièrement démontré des carences mentales, parce que moi je veux dire, il fait un euro de ce point de vue-là encore en Allemagne qui est fantastique, et il se prend cette expulsion par exemple au Danemark, premier match de Ligue des Nations, qui pour moi est complètement débile pour un joueur de ce niveau. Donc il y a quand même pas mal de choses qui nous font être dans l'attente de ce match, mais avec une certaine de ce match contre le Kosovo et le début de cette qualification, mais avec quelques craintes qui sont légitimes. Tout à fait. Messieurs, je vais pour conclure un petit peu cette rubrique, quel sera selon vous le facteur X, le joueur facteur X, en tout cas de ces 2 premiers matchs pour l'équipe de Suisse? Mouillez-vous un petit peu. Un joueur qui Colin, sera, Colin, je te laisse l'honneur. Waouh, alors, le facteur X, je vais peut-être citer un joueur qui va vous étonner, mais enfin non, ça étonnera pas beaucoup, mais pour moi, il y a un joueur qui peut changer beaucoup parce qu'il est en forme depuis quand même quelques mois et il vient d'arriver à Nottingham Forest. ouais. Dan Ndoye sur le côté, ça peut être quelqu'un qui fait très mal. Pour moi, ça peut être un des facteurs X qui va nous permettre de marquer un ou deux buts quand même. Voilà. Ouais, Osvaldo? Je le suis assez sur, Ouais. c'est un peu malheureux pour un débat, mais je le suis assez. C'est vrai qu'Endoy fait partie de ces joueurs qui portent notre passeport, heureusement pour nous, et qui montent en puissance comme c'est pas permis depuis des mois. Donc effectivement, c'est l'un de ceux sur lequel on va très certainement se reposer. Ouais, sans surprise, hein, moi Et toi, j'aurais Mirko? ouais, non, j'aurais cité, aussi en premier lieu Dan N'Doye parce que, bah, comme tu le disais, il sort d'une superbe saison à Bologne et puis ce transfert à Nottingham, était finalement assez logique et il a confirmé, hein, dans ses débuts en première Mhm. ligue en étant vraiment très, très bon et Il a marqué pour puis son premier match, hein, quand ouais, même. c'est ça, il a marqué pour son premier match et puis c'est vraiment
ce joueur qui symbolise bien ce qu'on peut parfois manquer, dans le système de jeu d'Yakin ou dans l'attitude, c'est un joueur un peu fou, mais dans le bon sens du terme. Un joueur qui tente 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois par match, qui fait des courses, qui est généreux dans les efforts offensifs, mais aussi dans le repli, défensif. Et puis, déjà à l'Euro, hein, il avait été extrêmement précieux à ce niveau-là. Il avait vraiment martyrisé, le flanc gauche de l'équipe d'Allemagne et puis, aussi de l'équipe d'Italie dans les huitièmes de finale. Donc c'est à mon avis un joueur qui doit s'imposer comme un des leaders et qui peut amener ce petit grain de folie que la Suisse a besoin pour ses qualifications. Ça, c'est le choix, évident. Et puis, il y a peut-être un choix un peu moins évident et je suis curieux de savoir si Murat Yakin va lui donner, beaucoup de temps de jeu ou pas. C'est Yohan Manzambi. Yohan Manzambi, voilà, lui aussi, il monte gentiment en puissance et puis, il a fait quelques bonnes prestations, hein, lors des 2 matchs, en Amérique du Nord. C'était quoi, c'était en mars ou avril? Mexique, ouais, Mexique, c'était je crois que c'était en mars ou en avril, ouais. ouais, et Mexique puis et États-Unis. il a bien honoré ses premières sélections et puis pareil, c'est un jeune joueur, hein, il est de 2005, il a 19 ans, donc voilà, il amène aussi des fois un peu ce grain de folie qu'on a quand on est encore jeune et voilà, qui peut faire du bien et qui peut surtout déstabiliser, des équipes parce que, bah, le Kosovo, ils ont beau avoir des joueurs, bien techniques et tout, ils vont pas non plus se ruer à l'attaque, hein. Ils savent très bien qu'ils sont pas favoris de ce match, donc ils vont plutôt essayer de profiter des situations de contre. Donc voilà, Murat Yakin serait peut-être bien inspiré de donner sa chance à des joueurs avec ce profil-là et puis peut-être aussi des joueurs, Yohan Mozambi, Dan N'Doye, qui sont un peu moins concernés par cet historique, on va dire, entre, la Suisse et le Kosovo. Ils sont pas eux-mêmes d'origine kosovare et puis ils ont pas joué ces matchs contre le Kosovo. Donc voilà, Et ça pourrait aussi être quelque chose d'intéressant. Oui, je peux citer encore 2 noms, Embolo, il a quand même marqué sur les 2 derniers matchs qu'on a joués justement face au Mexique et aux mmh États-Unis. Alors la situation, il vient de signer dans un nouveau club, donc peut-être ça va le rebooster un peu. Bah, Zakaria au milieu de terrain, ça va clairement être la plaque tournante et je pense que lui, on peut vraiment avoir un bon milieu de terrain grâce à ça. Et aussi, peut-être Fabian Rieder, à voir si maintenant qui lui aussi vient de signer dans un nouveau club, à voir s'il arrive à faire du mal d'un côté ou en étant en 10. Ouais, tout à fait et puis on peut aussi, citer qu'à mon avis, voilà, le retour de Manuel Akanji va vraiment faire beaucoup de bien. Mmh. Akanji, a quand même connu une saison, 24-25 assez compliquée, hein, avec, voilà, plusieurs blessures qui lui ont quand même, voilà, fait manquer passablement de matchs. Surtout ce début d'année, hein, il a été absent, pratiquement du mois de février mi-février à mi-avril. Donc voilà, une saison un peu tronquée. Il avait d'ailleurs pas pu disputer ses matchs, contre les États-Unis et le Mexique. Manuel Akanji qui a réglé aussi sa situation, en club, hein, parce que, avec ses blessures, sa place de titulaire avait quand même été passablement remise en question. Faut dire qu'il y a quand même beaucoup de qualité, hein, en défense centrale du côté de Manchester City. Pas facile de se faire sa place au milieu des Diaz, Stones, Ake, il y a encore Kuzanov là au milieu qui a débarqué, lors de l'avant-dernier mercato maintenant. Donc voilà et puis Manuel Akanji, a fait le bon choix, je pense, de quitter Manchester City. Alors après Osvaldo, on peut se demander, est-ce qu'il a bien choisi son club, du coup? Ou ouais, alors moi je pense qu'il pourra très certainement, mais il pourra très sérieusement, je pense qu'il pourra très certainement, enfin, donner un fier coup de main à la défense de l'Inter à condition qu'il récupère ses pleines possessions physiques, parce que c'est vrai que c'est les blessures qui l'ont un peu enquiquiné ces derniers temps. Mais dans une défense qui a particulièrement souffert la saison passée, qui était beaucoup moins stable que la saison 23-24 du fameux 20e Scudetto et de la fameuse deuxième étoile, il sera certainement très très utile à l'Inter. Voilà, donc voilà, on voit quand Ouais, même une absent on a quand même du pardon, talent. Oui, une absence, oui, bah, oui, toi, tu es un fan de l'AC Jachary. Milan, tu vas le Ouais, il y a mentionner. Jachary qui va je pense qu'il va quand même manquer au milieu de terrain.
Mais avec Zakaria et Xhaka, ça devrait quand même aller. Ouais, il y a C'est un Freuler peu là au milieu dommage. aussi. Disons que c'est pas le Aussi poste où Freuler. on est le plus embêté, mais c'est un peu dommage pour la progression d'Ardon Yachari qui, à mon avis, a tout ce qu'il faut pour être le successeur spirituel, mais aussi sur le terrain de Granit Xhaka. Je pense que Granit Xhaka, il a aussi un peu ça en tête, hein, d'en faire son successeur à la tête de cette équipe de Suisse. Donc voilà, quand même des bons atouts pour la Suisse. Donc voilà, ils ne partent pas battus d'avance, non plus pour cette saison enfin, pour cette campagne, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, on espère que nos prédictions auraient été bonnes et que la première journée aura déjà amené une victoire de l'équipe de Suisse. Voilà, messieurs, on passe à la rubrique suivante. Voilà, je l'ai dit avant, pour le coin SFL, on va évoquer le destin d'un club roman, voilà, qu'on n'avait pas, évoqué depuis le début de cette saison 3 de Xamcast et puis ces coins SFL qu'on vous propose régulièrement et puis, on a évoqué avant Dan Ndoye. Alors évidemment, quand on parle de Dan Ndoye, d'origine et de formation, on pense bien évidemment au Lausanne Sport et c'est, vous l'avez compris, du Lausanne Sport dont on veut parler, ce soir. Le Lausanne Sport qui, a effectué pardon, une saison, 2024-2025 remarquable, hein, par rapport aux attentes qu'on pouvait placer sur le club de la Tuyère. Ils se sont qualifiés pour, le Championship Group. Alors ils ont été à la peine, mais ils ont quand même terminé à une place, heu, européenne et puis, avec le départ de leur coach, Ludovic Magnin, ils ont recruté, Peter Zeidler et sous sa houlette, ils ont confirmé cette bonne disposition européenne en se qualifiant, notamment au détriment grâce à un bel exploit sur la pelouse de Beşiktaş, on l'a mentionné, la semaine dernière et donc Lausanne va devoir jouer 2 tableaux pour, cette saison 25-26, le championnat suisse et la Conference League, la phase de groupe de la Conference League. Mais je vous le disais en introduction, on va parler du destin un petit peu particulier du Lausanne Sport parce que on trouve que c'est, voilà, particulier quand même le mercato et la politique du Lausanne Sport. Vu de l'extérieur, c'est difficilement compréhensible. Messieurs, on est d'accord, dans ces phases-là, normalement, quand une équipe se qualifie pour les phases européennes et confirme ses bonnes dispositions en se qualifiant pour les phases de groupe, on peut s'attendre à ce que le club, garde ses cadres, mais aussi se renforce considérablement et puis on a l'impression de l'extérieur, que, c'est pas le cas. Alors, Osvaldo, ben, toi tu suis quand même pas mal au travers de tes autres activités, le Lausanne Sport et comme nous, tu t'étonnes un petit peu de cette campagne, voilà, particulière. Je m'étonne sans m'étonner. Parce que finalement, voilà, je vis à Lausanne depuis 22 ans, ça ce n'est plus un mystère. Je l'avais dit lors de ma première apparition dans le podcast il y a un petit moment maintenant. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai rencontré avec le temps, j'ai rencontré des supporters du LS chevronnés et moins chevronnés. Et c'est vrai que c'est déjà quelque chose qui avait eu lieu, ce genre de politique un peu bizarre à l'époque où Lausanne jouait régulièrement les plus grosses, les meilleures places du championnat. Maintenant, moi, ce qui me fait un peu sourire, c'est l'euphorie de la place publique lausannoise à la suite du résultat du championnat de l'année passée qui leur a donné une qualification pour la Coupe d'Europe. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'ils n'ont pas terminé dans les places qualificatives pour la Coupe d'Europe. C'est la défaite au final de Bienne en finale de Coupe de Suisse qui leur a donné accès à la Conference League parce qu'une place de plus s'était libérée. Et déjà la saison passée, il y a une, enfin, si pour moi ils terminent dans le top 6, c'est en grande partie grâce aux 2 mois invaincus qu'ils avaient fait entre octobre et décembre. Maintenant, oui, franchement, je m'étonne des timings de certains départs. On peut parler du timing du départ de Noé Dussen, qui, on le rappelle, a quitté le club pour retourner en Belgique entre le match retour contre Astana et le match aller contre Beşiktaş en Conference League. C'est le leader de la défense, c'est le patron de la défense, c'est un garçon qui, au-delà d'avoir été un mur
défensif était aussi une plus-value sur balle arrêtée. Et c'était ton capitaine. Donc honnêtement, de l'extérieur, ça m'a un peu étonné. Et puis ensuite, le timing du départ de Callisen qui avait enfin trouvé une régularité dans les performances sous Peter Zeidler et qui s'en va pratiquement dans la dernière semaine du mois d'août, alors que voilà, ils sont enfin ils viennent de terminer la qualification enfin de conclure la qualification pour la Conference League. Donc ces joueurs n'ont pas été remplacés. Ils ont fait venir un entraîneur pour faire passer un cap à Lausanne. Tout le monde connaît Zeidler en Suisse. Et on a l'impression qu'on lui a démantelé un effectif par rapport à ce qu'a eu Ludovic Magnin. C'est pour moi, en tous les cas, sportivement, c'est là que réside la très très grosse surprise. C'est-à-dire que ça a déjà été fait dans le passé au club, mais pourquoi faire ça alors que tu signes Peter Zeidler entraîneur? Ouais. On peut encore, Colin, peut-être citer un 3e transfert, un peu particulier. Il a été annoncé, confirmé cette semaine. C'est le destin d'Alvin Sanchez, Colin. Ouais, Alvin Sanchez qui est parti du côté de IB. C'était la pépite du LS l'année passée, puis il y a 2 ans, et puis malheureusement il y a eu cette blessure du ligament croisé qui lui a empêché de finir la saison. On savait que le LS allait le vendre puisqu'il arrivait dans sa dernière année de contrat là, mais de base on le prédestinait plus à un avenir à l'étranger, et au final il y a Young Boys qui a réussi à le convaincre, et pour une maigre offre de 5 millions, ce qui est même assez étonnant qu'un joueur comme ça parte un tarif aussi peu cher, même s'il est blessé, certes. Et pourtant, le LS a tenté de le garder en le prolongeant et tout, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, ouais, il y a quand même beaucoup de départs et pas énormément d'arrivées du côté de ce LS. Et on sent que ça commence le Ineos commence gentiment à ne plus donner de l'argent et puis à mettre le LS de côté, et ça commence un peu à vraiment sentir pas très bon pour le LS ces derniers Ouais, temps. c'est ça, hein, tu l'évoques, je voulais l'évoquer, mais tu l'as évoqué, bien en amont. C'est, le Ineos qui lâche désavantage ses clubs. ouais, c'est ça, de la multipropriété parce que, faut-il le rappeler, dans la hiérarchie Ineos, le Lausanne Sport est à la 3e place, derrière Derrière l'OGC Nice et Manchester Manchester United. United à la 1re place et l'OGC Nice, et les supporters niçois ont quelque part, toute proportion gardée évidemment, mais aussi un peu les mêmes plaintes, hein, que les supporters de Lausanne Sport, à savoir que, Ineos n'investit plus beaucoup, d'argent pour vraiment renforcer, les clubs. Alors on a évoqué les départs, dans les arrivées, on peut noter celle de Brian Oko, hein, retour, à la maison pour, le jeune, défenseur lausannois. C'est un transfert qui était assez logique, et si on garde Duchesne, c'est assez cohérent, hein, de faire venir Brian Oko. Une paire Oko-Duchesne aurait eu de la gueule, comme on dit. Et puis on peut aussi noter, le retour au pays de Nicky Bellocco. Son passage aux États-Unis n'aura pas duré plus que quelques jours. On n'a pas encore toutes les les dessous de cette affaire, de pourquoi le transfert de Nicky Bellocco a été aussi court, mais voilà, une arrivée qui peut donner du dynamisme à l'entrejeu. On connaît, les qualités sur le terrain de Nicky Bellocco. On l'a vu à l'œuvre pendant une saison, un peu plus d'une saison du côté de la Maladière, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Osvaldo. Qualitativement, les arrivées ne compensent pas, les départs. Et puis, pour ce qui concerne Alvin Sanchez, alors c'est sûr que sa grave blessure, en plus contractée lors d'un match international, a beaucoup changé la donne pour le Lausanne Sport. Parce que je pense qu'indirectement, les dirigeants du Lausanne Sport comptaient sur, la Sanchez money, on va dire ça comme ça, pour pouvoir réinvestir. Et une blessure, grave, déjà éloigne le joueur des terrains pendant très longtemps, mais on ne sait pas dans quel état de forme il va revenir. Et là, le temps est malheureusement, l'ennemi, du Lausanne Sport, parce que Sanchez ne va de toute façon pas revenir avant, le mois de novembre, hein, je crois, ça avait été évoqué comme ça. Et puis, il va peut-être mettre 1 ou 2 mois à rentrer dans le rythme, et ensuite il y a le mercato d'hiver qui arrive. Peut-être que les clubs n'auraient pas forcément lâché à nouveau à ce moment-là pour un joueur qui revenait de blessure et qui, peinait à retrouver sa forme. On ne sait pas, hein, il est encore jeune, donc ça peut aller plus vite, mais on peut pas prédire. En prenant le risque de passer la fenêtre de transfert, et ensuite un Alvin Sanchez qui a tout de suite dit qu'il ne prolongerait pas au Lausanne Sport, et donc le pire scénario, ça aurait été de le voir partir libre. Donc je pense que, ils ont été un petit
peu au pied du mur, hein. Les dirigeants lausannois et les dirigeants bernois ont, à mon avis, très bien senti le coup parce que eux, ils peuvent risquer, mettre 5 millions pour, acquérir Alvin Sanchez, lui faire signer un contrat et puis, c'est sûr qu'ils ont pas comme objectif de le garder 4 ans, mais ils vont le remettre en forme, performer, on l'espère, pour cette saison et puis le vendre, eux, à un prix, qui avoisine les 15, voire les 20 millions de francs. Enfin, on parlait de, ouais, 10 à 15, hein, facile pour Alvin Sanchez avant sa blessure, tant, il jouait bien et puis il attirait les convoitises du côté du Portugal notamment, voire de l'Espagne. Donc voilà, alors on espère que les Lausannois ont pu, un peu, imiter Jean-François Collet avec ATKM et puis mettre un bon pourcentage à la revente pour ensuite récupérer encore quelques, centaines de milliers, voire, 1 ou 2 millions de francs sur le transfert futur. Mais voilà, c'est un peu sur ce coup-là, on peut pas reprocher grand-chose si ce n'est quand même un gros manque de chance pour les dirigeants lausannois, Osvaldo, hein. Oui, oui, puis bon, j'ai pas lu exactement, mais enfin, j'ai cru comprendre que pour les doutes concernant l'affaire, apparemment l'agent d'Alvin Sanchez se serait exprimé. Alors maintenant, je mets ça au conditionnel parce que j'ai vu passer ça juste avant qu'on enregistre. J'ai pas lu ça dans le détail, mais en tous les cas, apparemment, voilà, il y a des choses dont on est en plus pas forcément, enfin, on n'était pas forcément au courant tout de suite, comme souvent dans ce genre d'affaires de transfert. Maintenant, oui, il y a un petit peu la faute à pas de chance, effectivement, parce qu'au moment où il se blesse, en plus de ça, Lausanne est dans la phase décisive de sa saison. Et c'est vrai que ben, sur la période de la saison de l'année passée où Lausanne ne touchait plus terre entre octobre et décembre, il y avait notamment un Alvin Sanchez en feu. C'était pas le seul, mais il était pour beaucoup dans cette série d'invincibilité lausannoise dont le point d'orgue avait été cette victoire 4-1 sur le terrain de Lugano, juste avant Noël, qui était à l'époque leader de Super League. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas un départ anodin, Mmh. parce il aurait pu, tout en retrouvant sa forme, enfin, sa pleine forme, parce qu'on sait très bien que les ligaments croisés, c'est très aléatoire, mais c'est un joueur qui aurait pu encore, en n'étant pas vendu cet été, qui aurait pu encore apporter beaucoup au LS dans la deuxième partie de saison. Ouais. Osvaldo, toi, C'est- tu as suivi la dernière opposition en date, du Lausanne Sport. C'était contre, le FC Saint-Gall, c'était le week-end dernier. Alors, c'était un peu particulier pour toi. Tu peux nous parler en même temps de cette expérience, mais aussi ton sentiment par rapport au Lausanne Sport sur ce match? Oui, alors effectivement, j'ai eu une très belle opportunité, ce qui, je pense, justifie mon absence au stade municipal dimanche, puisque les deux matchs se sont joués pratiquement, donc Samax et Lausanne Saint-Gall se sont pratiquement joués en simultané. Effectivement, j'étais attendu du côté des studios de Blue Sport à Fribourg, puisque voilà, je les ai contactés durant l'été parce qu'apparemment ils cherchaient à renforcer la team des commentateurs italophones. Donc, comme je suis italien d'origine, je me suis lancé ce défi et j'ai choisi ce match-là puisqu'on m'avait proposé de passer le 31 août. Et j'ai donc suivi ce match. Et c'est bien parce que ça va nous permettre de faire la liaison avec la transition avec ce dont on parlait avant. Et c'est vrai que la première chose qui m'a frappé, messieurs, je ne sais pas à quel point vous, ça vous a surpris, si c'est venu à votre attention, mais Lausanne s'est retrouvé moins de 72 heures après son exploit à Istanbul, à aborder ce match contre Saint-Gall avec exactement le même 11 de départ que celui vu sur le terrain de Beşiktaş. Pas un joueur n'avait changé. Il y a moins de 3 jours, il y a une décharge, selon moi, au-delà d'une décharge physique, il y a une décharge émotionnelle et que il n'y a même pas un seul joueur qui tourne par rapport à l'équipe qui avait vu le terrain en Turquie, en tout cas au coup d'envoi. Ça m'a pas mal surpris. Et en fait, Saint-Gall a mis une intensité dès le début du match où les Lausannois se sont retrouvés assez vite débordés. Ils ont remis un tout petit peu le nez à la fenêtre en fin de première mi-temps. Tout s'est écroulé pour eux puisque juste avant la mi-temps, Diakité a eu la bonne idée d'aller répondre enfin d'aller un petit peu se frotter, un petit peu s'expliquer de manière véhémente avec un joueur de Saint-Gall qui était au sol devant leur banc. Diakité se retrouve expulsé avant la mi-temps.
Il y a un petit espoir pour Lausanne, puisque Custodio ouvre le score après 20 secondes de deuxième période. Et c'est Vogt qui s'est chargé de retourner le score. Et ça fait quand même, malgré l'été magique qu'a vécu Lausanne sur le front européen, il y a 4 journées de championnat, il y a 3 défaites pour Zeidler. Et on est en fin de mercato international. Il y a, il y a peut-être une dizaine de jours, quinzaine de jours pour le mercato suisse pour rattraper ça. Mais ça, j'aimerais bien vous entendre, messieurs, parce que c'est quelque chose qui m'a un peu frappé. Si vous trouvez une meilleure explication que moi au fait que 11 titulaires contre Besiktas, 11 titulaires contre Saint-Gall 3 jours plus tard, il n'y a pas un joueur qui tourne. Oui, ben, je pense que ça peut difficilement s'expliquer autrement par le manque de profondeur de banc, hein. Ça veut dire que Peter Zeidler fait confiance à un 11 de base, mais voilà, aucune volonté de faire tourner sans affaiblir considérablement l'équipe. Je vois pas tellement d'autres explications que ça parce que ce match à Besiktas, ben, voilà, il y a le déplacement en semaine, et puis c'est un contexte particulier, donc je pense en plus, les joueurs se sont qualifiés, mais alors OK, on dit tout souvent que la récupération se fait mieux après une victoire qu'après une défaite, mais quand même, faut aussi redescendre un petit peu, sur terre et revenir aux réalités du championnat. Et voilà, est-ce que Zeidler ne fait pas confiance suffisamment à l'entier de son effectif? Ou alors est-ce qu'il s'est dit: «Bon, ben, ils ont gagné les gars, ils sont dans l'énergie positive et hop, on continue avec eux»? Mais c'est assez étonnant. Je pense que j'aurais pensé effectivement comme toi qu'il fasse un petit peu tourner, qu'il fasse un petit peu tourner son effectif. Typiquement un Bellocco qui était sur le banc aurait pu avoir du temps de jeu. Aidini aussi, qui connaît quand même assez bien le championnat suisse. Même, Abdallah aurait pu, être titulaire au début du match ou Fofana. Donc ouais, un choix, bizarre et qui finalement, s'est avéré, perdant pour Peter Zeidler voilà, alors Peter Zeidler est réputé pour, voilà, pour son jeu fait de pressing et de courses incessantes qui peut vous étouffer quand ça fonctionne bien. Mais c'est aussi un entraîneur qui était réputé pour, assez bien faire tourner ses effectifs quand c'était nécessaire, tant du côté de Sion que du côté de Saint-Gall. Donc voilà, je pense que, il va au-devant d'une mission assez compliquée parce que ses dirigeants, clairement ne lui donnent pas toute la matière pour travailler ou en tout cas pour confirmer, la place dans le Championship Group et puis espérer sortir de cette phase de poule de Conference League. Je sais pas Colin si Il y tu a- as une autre ouais. explication, mais Non, non, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un clair manque de profondeur de banc et effectivement, avec, la Conference League en même temps, ça va vraiment se faire ressentir. Alors c'est beau l'exploit européen, mais là, il va falloir survivre et ça va être très compliqué, quoi. Je connais ça un peu avec les clubs que je suis, c'est très chaud, c'est très chaud et je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations au niveau, des supporters lausannois. ouais. Voilà. J'ai compté juste un petit truc, messieurs, mais j'ai compté le nombre de matchs qui attendent maintenant les Lausannois jusqu'aux fêtes de Noël. En sachant que oui, il va y avoir une trêve internationale en octobre, il va y avoir une trêve internationale en novembre, mais jusqu'en décembre, il y a 22 matchs. C'est en tout cas ce que j'ai compté. C'est quelque chose d'assez c'est assez copieux. Il y a la Coupe de Suisse, puisqu'ils ont passé le premier tour. Heureusement pour eux contre Vevey, ça aurait été une immense surprise sinon. Mais il va y avoir les 6 matchs de Conference League. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il va y avoir des matchs qui vont aussi au niveau émotionnel qui vont demander beaucoup. Euh, L'Air Poznan à l'extérieur, aller jouer en Pologne dans ces ambiances un peu chaudes, ça va certainement motiver les troupes, mais il va y avoir la réception de la Fiorentina à la Tuilière, où forcément que quand on est footballeur pro et que surtout à cet âge-là, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont, par rapport à la précédente expérience européenne du Lausanne Sport, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont jeunes dans cet effectif. Si Lausanne, lors de la dernière campagne d'Europa League qu'il avait joué, avait dans ses rangs des joueurs comme Meoli, des joueurs comme Celestini
une expérience du haut niveau différente. Là, il y a beaucoup de gamins quand même. Je suis très, 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 très. Enfin, je suis en profonde interrogation quant à la place qu'occupera Lausanne au classement à Noël avec cet automne autant chargé que ça. Oui, on peut, voilà, on leur souhaite pas du mal, aux Lausannois et à tous leurs supporters, mais on peut, voilà, avoir quelques craintes pour eux, pour cette saison qui s'annonce quand même plus difficile que la précédente. Donc, voilà et Encore une malheureusement, les fois, premières journées de championnat confirment un peu cette impression, hein. encore une fois, moi je comprends pas cet aspect. Il y a eu 3 saisons avec Magnin, où selon moi, il a quand même, ça n'engage que moi de nouveau. Je pense qu'il a quand même pas mal bénéficié par rapport aux sautes d'humeur qu'il a pu avoir, par rapport aux résultats qu'il a pu avoir, même s'il a toujours atteint les objectifs, mais il a souvent joué avec le feu. Je pense que les dirigeants lausannois auraient eu moins de patience sur une saison complète si ça n'avait pas été le gamin du canton de Vaud et la figure du canton de Vaud le joueur qu'il a été. Et là, le club décide de partir sur un profil juste, selon moi, puisque Mmh. Zeidler est le très bon entraîneur pour passer un palier. Et on lui donne absolument pas les moyens de ses ambitions. Et c'est quelque chose, quand on sait les références qu'il a à Sion et à Saint-Gall, où c'est quand même à Saint-Gall, c'est un statut de vice-champion et 2 finales de coupe, même s'il remporte pas de trophée, mais il n'avait pas une équipe qui était prévue au départ pour gagner des trophées. Il fait un travail remarquable. Je comprends pas cette, que cette rechute ait lieu au moment où lui débarque. C'est un mystère pour moi. Ouais, totalement. Ben, enfin, voilà, de nouveau, on en revient au problème que, voilà, les dirigeants ne veulent pas réinvestir, même l'argent qui est gagné, avec les transferts sortants parce que, ben, avec Sanchez, il y a quand même une bonne somme. Berned est parti sur un transfert, sur un prêt payant. Callisen, du côté de Middlesbrough a ramené aussi une bonne somme et puis Duchesne un peu moins, mais c'est quand même toujours, de l'argent dans la trésorerie. Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose à Neuchâtel, mais les Genois doivent, se les poser aussi, qu'est-ce qui est fait avec cet argent? Qu'est-ce qui est fait avec cet argent? Et actuellement, ben, malheureusement pour les Lausannois, on a l'impression que, ben, pas grand-chose, pas grand-chose. Voilà, ça sera, la conclusion de cette rubrique, messieurs. On pourra sans autre enfin, je vous ai pas posé la question s'il y a encore quelque chose à ajouter, mais au moins on peut conclure gentiment cette J'ai rubrique. j'ai été complet pour ce qui me Non, concerne. c'est tout bon pour moi aussi. OK, on peut passer à la dernière rubrique du soir. La dernière rubrique, c'est le briefing de notre, prochain match avec un adversaire qu'on adore jouer depuis maintenant quelques années. Alors je vous avais dit que j'allais rouvrir le compteur et j'ai complètement oublié au moment de l'épisode. Peut-être que Colin, tu peux t'affairer en coulisses à faire le compteur, du dernier jour, entre notre, victoire contre le FC Ville et le 12 septembre. Pour rappel, notre dernière victoire contre le FC Ville, c'était, sauf erreur, un 5-2, hein, je crois, Osvaldo, il y a maintenant trois Ouais, quatre saisons. C'était le 20 ou le 21 mai 22, c'est la date approximative que je C'est le dernier reference. match de, Mike Gomez, Laurent Walter et Igor Djuric. Donc Colin, peut-être je te charge de cette mission, Je vais trouver. discrètement en coulisses et quand tu es prêt, tu peux demander la parole pour nous le dire. Voilà, un FC Ville, voilà, qui est, notre bête noire depuis quelques années. Osvaldo, il y a des raisons d'être pessimiste pour ce match, vu notre série contre le FC Ville historique. Et puis, il y a des raisons d'être positif aussi parce que, avec ce qu'elles ont montré, maintenant depuis 6 parties, Neuchâtel Xamax est quand même dans une dynamique bien meilleure que le FC Ville. Alors, c'est certain. Maintenant, moi, il y a quand même, il y a quand même des choses encore une fois, qui se passent encore dans le début de saison, qui sont pour moi un peu rédhibitoires. Et je pense qu'il y a en plus quelque chose qui peut rentrer en ligne de compte lorsqu'on est en manque de victoire depuis aussi longtemps contre un adversaire, c'est de réussir à briser
de briser la barrière du complexe psychologique. Je pense que c'est pas quelque chose à exclure. Moi, honnêtement, surtout qu'avec un match comme ça qui va ressortir d'une trêve internationale où les joueurs de ville étaient dans une moins bonne dynamique que les nôtres, mais qu'ils ont eu certainement le temps de se repréparer et de se remobiliser pour venir à la Maladière. Euh, Nous présentons encore des carences dans notre équipe qui sont assez évidentes, malgré une bonne prestation du côté du municipal, nous ont coûté 3 buts. Et voilà, si on est dans une meilleure dynamique qu'eux, enfin, j'ai pas suffisamment d'éléments qui sont réunis pour être totalement optimiste pour vendredi prochain. Ouais, Colin, est-ce que tu as accompli ta mission entre-temps? Oui, ça fait Alors, 1202 jours. 1002, le temps passe vite, on avait passé les 1000 jours en début d'année. Donc, au coup d'envoi du match, on sera à 1202 jours sans victoire contre Ville. C'est pas qu'une série de défaites, hein, même si on avait perdu nos 4 oppositions. L'année dernière, il y a eu quand même quelques matchs nuls par-ci par-là, mais des matchs nuls, on va dire, assez Souvent triste. décevants, hein, souvent tristes, ou alors on prenait des buts dans les arrêts de jeu ou dans les dernières minutes Alors du non, match. pardon, c'est aujourd'hui. Si ce sera le match, ce sera 1210 jours, excuse-moi en effet. Ouais, ok, 1210 jours, 1210 jours. Donc, au moment du la match, précision. on sera à 1210 jours. Ouais, alors, à Xamax, on est très précis, surtout en ce qui concerne les stats. Petit clin d'œil à Michael. Donc, voilà, il faut absolument briser cette stat. Alors, les Saint-Gallois, on connaît un début de match compliqué, début de saison compliqué, un victoire, un nul et déjà 4 défaites. Ils marquent très peu, seulement 5 buts et ils prennent beaucoup, moins que Bellinzone, mais quand même pas mal. Donc, voilà, mais pour ça, il faudra effectivement, comme tu te disais Osvaldo, assurer cette finition parce que on l'a vu à Yverdon, mais encore, aujourd'hui, donc, au moment de l'enregistrement, c'était aujourd'hui, Neuchâtel Xamax a disputé un match amical contre Thun, défaite 2-0, un match interrompu à la 75e après un orage de grêle. Neuchâtel Xamax n'a pas été ridicule, loin de là dans le jeu, mais ce qui a fait de nouveau la différence entre, les 2 équipes, c'est la finition et c'était déjà le cas, à Yverdon. Donc, ça avait été un peu le cas aussi contre Vaduz et Carouge. Donc, Neuchâtel Xamax doit vraiment gommer ses problèmes de finition. Je pense que si on arrive à gommer un peu ça, il y a de quoi obtenir un résultat satisfaisant contre un FC Ville qui a quand même, voilà, perdu passablement de ses joueurs, clés de la saison dernière. Et Ville, voilà, c'est toujours un profil d'équipe qui doit se renouveler d'une année à l'autre, hein. Certains joueurs sont en prêt et ils repartent dans leur club, ou alors ils ont des bons joueurs, ils arrivent à décoter des bons joueurs qui sont vendus. On pense notamment à Akinola, hein, qui après une bonne saison est parti du côté de Vaduz. Donc, voilà, toujours passablement de mouvement, du côté de Ville, mais c'est prévu, ça fait partie de leur cycle. Donc, voilà, c'est une équipe qui a souvent un petit peu de mal à démarrer leur championnat. Donc on espère qu'on va pas les relancer comme on sait très bien le faire. Je dirais dans les cadres vraiment de la saison dernière, eh bien, il reste, Endao, le capitaine, Tim Staubli et heu et puis, heu et puis voilà, mais sinon c'est quand même, et puis le gardien Laidani, mais sinon c'est quand même passablement mais c'est même pas lui qui a joué en fait, c'est Mouslia. Donc, voilà, quand même passablement de brassement dans l'effectif de Ville. Donc, on a envie d'être confiant d'un côté et puis de l'autre côté, ben, les séries, voilà, elles reviennent toujours même si les joueurs changent. Donc, voilà. Colin, tu penches plutôt vers le pessimisme ou l'optimisme pour ce match? On va pencher vers l'optimiste, mais et rompre cette malédiction. Ouais, tu vas plutôt pencher sur les dynamiques actuelles des équipes qui montrent que Neuchâtel Ouais. Xamax peut est légèrement favori de ce match. Mais il faut confirmer ça, Mmh. à la finition. Parce qu'on voit quand même que dans le jeu, il y a de l'amélioration par rapport au début du championnat et voilà, il manque plus que entre guillemets, cet aspect de finition. Voilà, est-ce que vous avez encore des choses à dire, pour ce match, messieurs? Moi, Pas personnellement, je pour n'y ma serai pas part. puisque je serai,
quelque part, sur une plage en Grèce. Mais, vous y serez vous, messieurs? Oui, de base, j'étais en vacances, mais j'y serai. J'y serai. J'y serai sauf catastrophe, oui. OK. Alors voilà, je me réjouis de débriefer ce match avec vous tous, d'ici une semaine. Voilà, on passe à la fin de l'épisode. La conclusion de cet épisode est très courte. Elle consiste à vous remercier pour, votre écoute, comme toujours très précieuse pour nous. Vos participations aussi à ces 2 stories nous, fait chaud au cœur. Ça montre que la page Instagram est quand même relativement suivie et vivante. Donc, voilà, on réfléchit aussi à vous proposer de plus en plus des petites stories interactives, que ce soit avec des questions ou avec, des sondages. Ça rend les choses un peu vivantes et puis ça nous permet aussi, nous, de voilà, de rebondir un peu lors de nos épisodes. Colin, Osvaldo, merci à vous et comme d'habitude et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.